C'est un personnage secondaire, Louise Botu, c'est un personnage de poétesse, et elle donne son nom à la maison d'édition, à votre maison d'édition. Vous revenez d'ailleurs dans plusieurs entretiens sur ce choix, et dans l'un d'eux, accordé à des critiques, vous avez déclaré cette phrase que je trouve absolument formidable: l'art est la matière. Donc, est-ce que c'est ça, le cap de Louise Botu? Est-ce que Louise Botu, c'est garder les mains dans le cambouis, dans la matière, dans les mots? Et la manière, pour mettre l'accent sur la forme, plus que sur le fond. Et ça marche avec la matière aussi. Hein. Manière et matière. Ça marche très bien. Et si on considère que les mots sont la matière, tu as parlé de poésie. Et de poésie, Louise Botu n'est pas une petite maison d'édition exclusivement vouée à la poésie. Hein. Il y a également des essais, il y a des romans, des nouvelles. Il y a plusieurs types pour couvrir un peu très modestement, mais tout ce qui se fait en écriture. Parce que moi j'en étais resté pour la poésie. À un moment donné, j'avais lu un texte de Gombrowicz, que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Contre la poésie, et qui dit des choses pas tellement aimables sur la poésie, entre autres que c'est une religion morte, dont les messes se célèbrent dans des cathédrales vides. Bon, si ce n'est pas le cas, et si ce n'est pas une cathédrale, c'est un bar déjà, et puis il n'est pas vide apparemment, mais il reprochait surtout, lui il disait qu'il aimait bien la poésie, mais à faible dose, c'est-à-dire il reprochait à la poésie de sélectionner un langage qui s'écarte du langage courant, un langage poétique. Il reprochait d'exclure du vocabulaire poétique tout ce qui est apoétique, considéré comme apoétique. Et donc, lui, il disait par exemple, vous n'allez pas manger une assiette de sucre pur. Moi, de la même manière, je n'aime pas la poésie pure. Par contre, vous allez apprécier un sucre dans votre café. Et la poésie, c'est pareil. Moi, je l'aime diluer. Il l'aimait diluer dans un texte plus général. Et entre autres, le texte que va lire peut-être Pierre tout à l'heure, qui s'appelle Pas d'équerre, moi, je considère qu'il y a des passages extrêmement poétiques, et pourtant, c'est un texte qui est écrit en prose et sans attirail formel poétique. Jean-Michel, tu parles de mots, et j'ai vu dans un entretien que tu avais accordé, alors je ne sais plus à quel site ou revue, mais à la question, on t'a posé quel est le livre préféré de Louise Botu, et tu avais dit c'est le dictionnaire. Oui, alors, oui. est-ce que Louise Botu a des mots préférés? Oui, bien sûr. Bon, moi j'aime tous les mots en général, mais j'aime particulièrement les mots polysémiques, les mots qui se prêtent à plusieurs les mots ambigus en quelque sorte, comme ce qui me vient à l'esprit instantanément, c'est personne. En plus, c'est le nom d'un poète que tout le monde connaît, Fernando Pessoa, et personne qui est à la fois, dans son sens positif, un individu, une personne, et aucune personne. S'il n'y a personne, ça veut dire il n'y a rien, il n'y a pas. Bon, et ce type de mots, oui, il me plaît beaucoup, voilà. Les mots, ouais. Donc Louise Botu, c'est personne. Oui, personne. Dans toutes ces exceptions, dans tous ces sens. C'est bien, j'espère. Ouais. Bon, alors, cette Louise Botu, hein, c'est surtout cette aventure Louise Botu, c'est, voilà, on le voit quand on lit ton catalogue, quand on feuillette le catalogue des éditions, il y a une souplesse, il y a une grande diversité. Il y a effectivement, c'est très intéressant ce que tu parlais de dilution de poésie, diluée, pas de grande percée trop dense, trop lyrique, un peu, pas trop. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a justement l'élan dont je parlais, hein. Il y a cette flexibilité, cette ouverture, ce côté aventureux, aventurier même, aventurière, dans un temps où voilà, on voit les crispations sont nombreuses en ce moment. D'où vient donc cet élan de Louise? Je ne saurais pas le dire, ça vient
des manuscrits reçus essentiellement, je pense, qui éveillent quelque chose qu'on ne soupçonnait même pas en nous, quoi. Quand on voit des choses inattendues et surprenantes, ça donne envie d'étudier d'une part et puis de continuer. Peut-être que le plus simple, c'est de les faire entendre, ces choses inattendues. On va commencer par l'équerre, qui est le texte dont je parlais tout à l'heure, que moi je trouve poétique, bien qu'il n'ait aucun rapport direct avec la poésie formelle, mais c'est le texte d'une jeune femme qui s'appelle Judith Viard, et qui est encore professeure dans un lycée professionnel. Et elle raconte un peu son quotidien, son rapport aux élèves, et par des petites scénettes comme ça de vie quotidienne très, très, très touchantes parfois, très amusantes aussi. Et il y a, qui entrecoupe le texte, il y a des extraits de textes officiels sur le lycée professionnel que je lirai. Moi, Pierre lira le texte de Judith, et moi je lirai cet extrait je ne sais pas ce que c'est, un arrêté. Des instructions officielles voilà, du ministère, et un autre texte, je lirai, qui est tiré de la revue Le Café Pédagogique. De la revue Le Café Pédagogique, voilà. Ma première vision au lycée ce matin est celle d'un élève qui parle à une feuille. Il est penché sur elle et la traite de tous les noms de sa mère. Ce n'est pas une feuille de papier, ce n'est pas une feuille de cours, c'est une belle grande feuille d'arbre séchée, rousse, tombée d'un platane. Pourquoi le destin a-t-il fait se rencontrer ce matin de septembre, cet élève et cette feuille dans le long couloir d'un lycée professionnel du bâtiment et des travaux publics? Pourquoi l'histoire a-t-elle si mal commencé? Nique ta mère, la feuille! Elle fait très bien la feuille morte. Je te défonce, toi et toute ta famille, la feuille! Elle ne perd pas sa dignité de feuille. Elle laisse l'orage passer. Elle en a vu d'autres. 2015. Les zones d'éducation prioritaire, ZEP, sont supprimées à la rentrée de septembre. Elles seront remplacées par les réseaux d'éducation prioritaire qui regroupent un collège et les écoles qui y sont rattachées. Les établissements les plus sensibles, plus en caractère grave, 350 d'entre eux sont classés REP, REP. De nombreux établissements vont sortir des différents dispositifs, et notamment les anciens lycées ZEP. Cela aura des conséquences sur le nombre d'élèves par classe et les moyens octroyés aux établissements. La prime ZEP dont bénéficient les professeurs du lycée professionnel est amenée à disparaître. Lycée des métiers du bâtiment et des travaux publics. 475 garçons, 30 filles. Une classe de CAP maçonnerie, 12 élèves, dont 4 veulent devenir maçons. 1 veut reprendre l'entreprise familiale, 3 veulent sauver leur peau. Les autres veulent être mécaniciens, boulangers, vendeurs, footballeurs, conducteurs de grue, ne savent pas ce qu'ils font là. Les élèves issus des lycées professionnels, un tiers de notre jeunesse, sont issus majoritairement des milieux les plus défavorisés. 70% des élèves du lycée professionnel sont enfants d'ouvriers, d'inactifs ou d'employés. Pour 93% des lycées professionnels, l'IPS, indice de position sociale, est inférieur à la moyenne nationale. Pour rappel, la France est déjà le pays d'Europe où les origines de naissance impactent le plus les trajectoires scolaires des élèves. Ils sont défiants envers les adultes. Ils n'ont aucune confiance. En septembre, tête baissée, comme des petits taureaux de combat, sur le qui-vive, prêts à en découdre, prêts à sauver leur peau, une fois de plus, face à l'ennemi. On a beau leur dire « Vous vous trompez d'ennemi », qui sait? On vit pour être heureux, mais des gens voudraient qu'on ne soit pas heureux. L'État, parents, professeurs, SNCF. Je ne vois jamais les oiseaux manger le pain et boire l'eau que je laisse sur le rebord de la fenêtre de ma cuisine. De même, qui sait à quel moment mes élèves se saisissent de ce que je laisse au bord pour eux.
quel endroit précis a lieu l'ingestion, l'assimilation? Sans doute quand nous sommes hors de portée les uns des autres, séparés depuis longtemps. Quand nous sommes devenus des disparus, toujours à mon insu, c'est la seule certitude. Il a 16 ans et il m'explique comment la poussière de l'atelier se glisse sur son masque, comment la poussière ensuite s'agglomère à sa sueur, fusionne pour créer une sorte de pâte, une pâte gluante qui obstrue les pores de la peau et lui fait comme un autre masque sous le masque. Une pâte gluante faite de poussière et d'eau de peau qui pénètre dans sa bouche, puis dans son nez, une pâte au goût de poussière de ciment et de transpiration dans son nez, en même temps que dans sa bouche. Tandis qu'il travaille à casser des murs, à transporter des parpaings, à couler du béton. Enzo, ne restez pas dans le couloir pendant la récréation. Sortez prendre l'air. Ça fait 2 heures que vous portez votre masque. Allez respirer. C'est gentil, mais j'aime pas trop respirer, madame. Des élèves arrivés depuis 1 an ou 2 en France, chaleureux, enjoués, joyeux, même si fatigués déjà en octobre de leur longue journée d'atelier et de cours. À la question « Quels sont vos écrivains et poètes préférés ?», nombreux sont ceux à citer 2 ou 3 noms d'auteurs de leur pays que je leur demande de venir écrire au tableau. L'élève afghan dit « Chez nous, tout le monde écrit de la poésie, les riches et les pauvres. Chez nous, on est tous poètes. » À la question « Où voudriez-vous vivre ?», le mot « France » revient à égalité avec le pays d'origine. Ces jeunes gens, une seule fille parmi eux, sont des mineurs isolés, c'est-à-dire arrivés seuls en France, à présent responsables financièrement de la famille restée au pays. Ils vivent en foyer ou à l'hôtel, sont en attente de papiers, ont peur de ne pas les obtenir, peur de l'OQTF. Ils souffrent tous de la solitude plus que de la faim, ajoute un élève guinéen. À la question « Quelle est votre héroïne dans la vie réelle ?», un élève répond « Ma mère. » Votre prénom préféré ? Fatoumata, c'est celui de ma mère, répond cet autre élève. Le prénom est tatoué sur son bras gauche. Ils ont traversé des déserts, des terres et des mers pour arriver jusqu'à nous. Ils s'accrochent à leurs études comme à une bouée orange dans la Méditerranée. Je me souviens de mon arrivée à Lampedusa, sur un Zodiac, puis de la période de quarantaine dans un bateau sur la mer, pendant 3 semaines, à cause du Covid. Ça fait partie de vos souvenirs agréables ou désagréables? Agréables? J'étais vivant. Voilà, ce sont des témoignages réels. Hein. C'est le livre de Judith Viard, Pas d'équerre. Alors là, on vient d'entendre un texte très contemporain, très actuel, hein, de par ses thématiques, même si certaines sont, bien sûr, traversent les ans. Mais il y a des collections aussi, la collection Inactuel, Intempestif, qui propose des textes anciens. Et donc, des textes que vous avez sauvés de l'oubli pour les faire résonner. Alors, certains n'étaient pas oubliés, mais certains, voilà, il y a des choix qui sont éditoriaux, des choix éditoriaux qui sont très intéressants. Et je me demandais quel texte vous aviez envie de faire découvrir, quels textes anciens vous aviez envie de faire découvrir dans les années. Intéressant à dire, c'est un peu à la lumière des textes anciens qu'on peut imaginer ceux qui vont suivre. Le premier texte de cette collection Inactuel Intempestif, d'ailleurs le Inactuel Intempestif, c'est emprunté à Nietzsche, c'était Nietzsche précisément. C'était la période où on parlait énormément de la maladie d'Alzheimer. Et j'avais pensé à ce texte, qui s'appelle aussi les deuxièmes considérations intempestives de Nietzsche, parce qu'il fait l'éloge de l'oubli. Il dit que la mémoire est quelque chose qui se fait automatiquement, et surtout il y a une injonction à se souvenir de tas de choses historiques, mais personnelles, ça va de son numéro de carte bancaire au digicode, enfin des tas de choses. Et moi je m'étais mis à imaginer que le trop plein de choses qu'on emmagasine comme ça pouvait provoquer comme
que la mémoire disjoncte en quelque sorte et qu'on en arrive à perdre précisément la mémoire parce qu'il y en avait trop à se souvenir. Et donc, c'est dans cet esprit-là que était venu le livre de Nietzsche sur l'oubli, qui dit que pour être devant une situation, qu'elle soit historique ou personnelle, il vaut mieux être détaché du passé pour ne pas avoir à identifier cette situation à quelque chose qui a déjà eu lieu, mais pour l'aborder sous un angle neuf, la voir dans tout ce qu'elle a de nouveau et d'inédit. Voilà. C'était ça, l'éloge de l'oubli, vs la mémoire, versus la mémoire. Voilà. Donc, les prochains textes, alors il y a d'autres textes, j'avais un cœur suivi, mais dans cet esprit, il y a eu plusieurs penseurs chrétiens. Moi, je ne suis pas du tout chrétien, mais ce sont des gens comme Peggy, Bernanos, Eckhart, qui sont des personnages très singuliers dans la mesure où ils se distinguent beaucoup de leur communauté religieuse d'origine. Ils s'en démarquent beaucoup. Et dans leur histoire personnelle, ils ont fait preuve de grandes qualités humaines qui sont à souligner. Ils ont produit des textes. Le texte de Bernanos est remarquable. Il nous éclaire la France contre les robots, il nous éclaire totalement sur l'époque actuelle où la police peut intervenir à tout moment, où on est soumis à tous les dictats du pouvoir. Et c'est très très c'est un texte qui date, je sais pas, de 70 ans peut-être, mais c'est très actuel. Voilà. Alors, les suivants auront peut-être, il y en a un qui va paraître bientôt, il n'est pas tout à fait dans cette collection, mais il aurait pu y être, c'est la Berlin identitaire, qui est une critique sur le plan philosophique et politique de tous les identitaires en général, puisque là, c'est un terme et un courant politique à la mode actuellement. Et donc, voilà, et puis il y en aura d'autres, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire lesquels à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Donc toujours ces textes pour éclairer le présent. Oui, pour éclairer le présent, oui. Mais en ce qui concerne les textes véritablement actuels, qu'est-ce qui retient, qu'est-ce qui pique l'imaginaire, qui donne envie de le publier en fait? La surprise, pour moi quelque chose d'inattendu, que ce soit dans la forme essentiellement, dans la manière de présenter son sujet.